Bonsoir à tous. La météo ne s'améliore pas, bien au contraire. La tempête de la Manche qui a fait 6 disparus ce week-end redouble d'intensité aujourd'hui. Le vent atteint des pointes de 120 km/h. La neige est tombée dans la région de Briançon et les villes de l'intérieur ne sont pas épargnées par la pluie et le vent qui souffle en bourrasque ne fait donc pas bon mettre le nez dehors. L'Angleterre subit aussi cette tempête au moment où les 32 000 pompiers du pays se mettent en grève pour demander une augmentation de salaire de 30%. Une grève qui devrait durer au minimum une semaine pour pallier à la situation. 9 000 hommes de troupes sont en état d'alerte depuis ce matin. L'IRA a annoncé qu'elle profiterait de l'occasion pour lancer une vague d'attentats à la bombe incendiaire. Otage du Polisario, tandis que Claude Chaillet doit rencontrer ce soir les Sahraouis à Alger, le président mauritanien vient d'assurer le Maroc de son soutien en cas de conflit armé avec l'Algérie. La situation semble donc dans l'impasse pour le moment. Les Français musulmans rapatriés d'Algérie ont été reçus ce matin à l'Élysée par Valéry Giscard d'Estaing. Le chef de l'État leur a annoncé que le Conseil des ministres de mercredi examinerait les mesures à prendre pour que leurs problèmes soient réglés avec rapidité et efficacité, pour reprendre ses propres termes. La gauche en crise, un premier sondage révèle les conséquences négatives sur son électorat. Georges Marchais sera l'invité de notre journal de 20 heures. L'accession à la propriété va être facilitée pour les Français qui gagnent moins de 4 000 francs par mois. Le secrétariat d'État au logement a fixé le rapport personnel à 5%. Alain Dumay, donc, comment ça va se traduire concrètement dans les mensualités que devront verser les Français pour accéder à la propriété? Alors, je vais d'abord vous dire quelle est la situation présente, actuelle. Jusqu'à présent, l'immense majorité des Français qui ont recours au crédit pour financer le logement qu'ils veulent acheter peuvent compter sur un prêt principal de 80%. Pour le reste, il faut qu'ils aient un apport personnel. Encore que cet apport personnel, ils peuvent le financer par des prêts complémentaires. Oui. Bref, si vous avez recours à des prêts complémentaires pour financer votre apport personnel, ces mensualités s'ajoutent à celles du prêt principal et souvent la mensualité totale atteint un chiffre tel par rapport à votre revenu qu'il vous est impossible de financer votre opération. Alors, est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur cette nouvelle formule? Je vais vous prendre un exemple pour illustrer un peu ce que le ministre chargé du logement, Jacques Barrot, a annoncé ce week-end. Prenons l'exemple de M. Martin, qui est salarié, qui gagne 3 000 francs par mois. Bon. Il veut acheter un logement qui coûte 210 000 francs. Jusqu'à présent, il peut compter sur un prêt aidé de 168 000 francs. Le reste, il faut qu'il le finance par son apport personnel. Supposons que M. Martin ait économisé à la caisse d'épargne, sur un compte épargne logement, 10 500 francs. Ayant économisé cette somme, il pourra obtenir un prêt épargne logement de la caisse d'épargne de 7 500 francs. Lui reste à trouver 24 000 francs. Alors jusqu'à présent, comme à l'avenir, il peut compter sur un prêt du comité interprofessionnel logement, qui est l'organisme qui gère le 1% patronal dans chaque département. Oui. Mais ce prêt lui sera consenti moyennant une mensualité de remboursement. Au total, donc ça fait un prêt de 24 000 francs, au total 42 000 francs. C'est ça. Alors ce qui a changé avec la décision annoncée il y a 2 jours par Jacques Barrot, c'est la chose suivante, c'est que jusqu'à présent, le prêt complémentaire se traduisait par une mensualité de 230 francs par mois. Le total des prêts était donc de 1 420 francs, moins l'aide personnalisée au logement qui remplace peu à peu l'allocation logement, ce qui fait un total à payer chaque mois de 990 francs. Bon. Maintenant, il n'aura plus à payer, pendant le différé d'amortissement qui est de 7 à 10 ans, il n'aura plus à payer la mensualité correspondant aux prêts complémentaires obtenus auprès du comité interprofessionnel logement, si bien que le total de ces prêts sera ramené à 1 190 francs. C'est quand même intéressant. Moins l'aide personnalisée au logement, ça lui fera une mensualité de 760 francs, ce qui, par rapport à un revenu de 3 000 francs par mois, devient relativement possible, puisque ça ne représente plus que 25% de son revenu. C'est donc une facilité de plus pour accéder à la propriété. Tout à fait, ça devrait accroître considérablement le nombre de gens qui pourront financer ainsi leur logement, même avec des revenus modestes. Merci. Et puisque nous en sommes à parler de logement, l'ANIL, l'Association nationale pour l'information sur le logement, ouvre aujourd'hui à Paris son premier centre d'information pour l'habitat. Actuellement, il y a des centres de l'ANIL dans 10 villes de province. Cet organisme ne remplit aucune fonction commerciale. Son rôle, donner une information objective et à jour sur les logements disponibles, le choix, les prêts et aides de toutes sortes concernant l'habitat. Son avantage, eh bien, c'est de regrouper en un seul lieu toutes les informations dont vous avez besoin. Vous savez quelle importance CélaVie accorde au transport en commun. Nous voudrions vous montrer qu'une ville où la voiture est moins présente n'est pas une utopie. Ce
n'est pas un rêve que de penser à des centres-villes où la priorité est donnée par exemple aux tramways et aux rues piétonnières. La chose existe et depuis longtemps à Zurich. Le symbole du tramway, vous le voyez ici en plein milieu de la ville de Zurich. Dans cette rue de la gare, qui est derrière, rue très passante, rue très commerçante, seuls les tramways peuvent passer. Pas une voiture ne vient perturber ou ralentir le trafic des tramways. Zurich compte 400 000 habitants et pourtant chaque jour 600 000 personnes prennent ce fantastique moyen de transport. Il y a 13 lignes de tram à Zurich. Combien de temps faut-il attendre entre chaque tramway en moyenne? En moyenne, il faut attendre 5 minutes. Le matin, entre 7 et 8 heures, vous attendez 6 minutes. Et puis le soir, entre 5 heures et puis 6h30, vous attendez aussi 6 minutes. Et puis après, ça change aux 8 minutes. Donc le tramway à Zurich est vraiment un service public utile puisqu'il est rapide, fréquent, propre et relativement silencieux. Pour chaque trajet, le ticket coûte assez cher, 1,60 franc, car faire marcher un tel système de 13 lignes est assez onéreux. Malgré cela, la compagnie a un énorme déficit, près du tiers de son chiffre d'affaires. La ville paye depuis 1973 annuellement les déficits. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez envisager pour ne plus avoir de déficit? Il faut économiser, sans doute. Mais si l'on ne veut pas réduire les services à un échelon remarquable, je ne vois pas comment économiser au plus de, disons, 5 à 10%. L'énorme déficit de la compagnie de tramway est payé par la ville de Zurich. Mais cette ville, finalement, s'y retrouve parce que le déficit qu'elle paie à la compagnie de tramway, c'est d'autant de gagner sur les travaux de voirie et d'investissement pour la voiture qu'elle n'a pas à faire. Déjà, des solutions sont proposées, par exemple, améliorer la rentabilité du matériel en l'utilisant plus longtemps, ou alors encore en supprimant les taxes, ou peut-être carrément en rendant le transport gratuit. De telles machines coûtent très cher, ces machines à distribuer les billets. Alors si on les supprimait, ça serait autant de gagner, on n'aurait pas à payer l'entretien, les réparations qui sont énormes. Mais le transport gratuit pour désencombrer les centres des villes, c'est encore aujourd'hui une utopie. C'est officiel depuis ce matin, le plafond des dépôts sur les livrets A de caisse d'épargne a été fixé à 38 000 francs. Un livret de caisse d'épargne comme celui-là, pardon, je l'avais oublié, comme celui-là, eh bien, il faut savoir s'en servir. Vos dépôts et retraits doivent être faits de manière très régulière, Jean Pézieux. Oui, alors il faut rappeler la règle. Les intérêts, qui sont de 6,5% l'an, sont comptabilisés par quinzaine. Ils partent du 1er ou du 15 du mois suivant le jour du versement. Par exemple, si vous faites un versement le 5 du mois, les intérêts commencent à courir le 16. Et si c'est le 20, ils commencent à courir le 1er. Donc pour ce versement, vous auriez évidemment pu attendre le 30 ou le 31 pour déposer de l'argent si vous avez choisi de verser le 20. Si vous retirez de l'argent le 20, il n'y aura pas d'intérêt du 16 au 20. Ils se sont arrêtés le 15. Bon, alors si parmi les Français titulaires de livrets, vous savez qu'ils sont 38%, nombreux sont ceux qui perdent de l'argent parce qu'ils font des dépôts et des retraits n'importe comment. On va regarder la petite animation de Jean Pézieux. Prenons le cas de M. Durand et de M. Dupont, qui décident de constituer en 1977, avec leur livret, une épargne de précaution, c'est le cas de l'épargnant moyen, correspondant environ à 3 mois de salaire familial. Chacun verse 1 000 francs par mois pendant 12 mois et opère 6 fois un retrait de 1 000 francs. Au départ, apport identique, 4 000 francs. Durand, le bon épargnant, fait son premier versement le 31 décembre, Dupont le 2 janvier. Pour 3 jours d'écart seulement, Durand gagne 10 francs 83 sur Dupont. Ensuite, les versements mensuels. Durand fait ses dépôts le 14 du mois, Dupont le 17. Durand gagne 2 francs 71 d'intérêt en janvier et ainsi de suite chaque mois. À la différence sur les dépôts s'ajoute celle sur les retraits. C'est l'inverse. Durand averti retire ses 1 000 francs le 17, Dupont le 14. Fin 77, la différence entre les intérêts des dépôts et retraits respectifs, plus les intérêts des apports,
donne un avantage de près de 60 francs à Durand. Voilà, pour simplifier, Jean, est-ce que l'on peut donner les bons et les mauvais jours du mois? Oui, alors pour les dépôts, le 15 et le 30 ou le 31, et pour les retraits, le 1er ou le 16. Eh bien, c'est important, après donc ce décret au journal officiel faisant augmenter le plafond du dépôt à 38 000 francs sur les livrets A. Voilà, cette édition de C'est la vie est terminée. À 20 h, vous retrouverez Patrick Poivre d'Arvor et toute la rédaction d'Antenne 2. Je vous souhaite une bonne soirée et vous retrouve donc demain pour une nouvelle... La gauche en crise, invité de notre journal, Georges Marchais. Angleterre, 32 000 pompiers en grève, débat d'urgence demain aux communes. Valéry Giscard d'Estaing ou Harki, nous ferons tout pour faciliter votre intégration dans la communauté nationale. Éthiopie, le numéro 2 du régime exécuté, les commentaires de Jean-François Kahn. Les partis communistes européens en 77, ce soir, le Portugal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au-delà de tous ces titres, il y a cette réalité que vivent en ce moment plusieurs départements français, pratiquement tous ceux situés à l'ouest du pays. La tempête qui redouble aujourd'hui de violence après une courte accalmie hier. Des vents qui atteignent parfois 120 km/h balaient à nouveau les îles britanniques. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, il faut s'attendre à nouveau à une très violente tempête sur les côtes françaises. L'addition du week-end du 11 novembre est déjà très lourde, 3 morts et 12 disparus. Parmi eux, la plupart du temps, des plaisanciers victimes d'imprudence. Ainsi, l'équipage du Lady Bird, un solide voilier qui est sorti de Fécamp vendredi. 6 jeunes gens, un seul a été sauvé. Ces mâts qui apparaissent encore sont ceux du Lady Bird. 38 opérations de sauvetage ont dû être lancées sur la Manche depuis le début de la tempête. Elles ont pu éviter un bilan plus lourd. À chaque fois, il s'agissait de porter secours à un bateau de plaisance. Toutes les victimes, sauf une, sont d'ailleurs des plaisanciers. Pourtant, des avis de vent fort étaient affichés depuis jeudi midi dans les ports normands. Les pêcheurs, eux, se sont tous gardés de prendre la mer. Alors, les sauveteurs dénoncent l'inconscience des centaines de plaisanciers qui sont sortis malgré les avis. Aujourd'hui, le vent a repris toute sa violence sur les côtes des îles britanniques. Les rafales atteignent jusqu'à 120 km/h. Ce soir, on s'attend à un renforcement de la tempête sur les côtes françaises. La situation resterait la même demain. Eh bien, pendant que nous y sommes, enchaînons sur la météo terrestre. Cette fois, la journée de demain, vous le voyez, restera instable avec beaucoup de vent. Mais là, sur tout le territoire, quelques averses sur la moitié nord, le sud-ouest, le massif central et les Alpes. Un coin privilégié quand même, tout le pourtour de la Méditerranée. C'est là d'ailleurs qu'il fera le plus chaud, si l'on peut dire. Aux Philippines, c'est un typhon qui a été indirectement responsable d'un incendie dans un hôtel très connu de Manille. L'ouragan a activé le foyer de l'incendie, 42 morts et 13 blessés. Et puisque l'on parle d'incendie, transportons-nous en Grande-Bretagne pour une grève qui fait tous les titres des journaux depuis plusieurs jours et qui a commencé aujourd'hui. La grève illimitée décidée par les 32 000 pompiers britanniques. Pour vous montrer la détermination des pompiers, le capitaine de la caserne de Windsor a dit que même si la reine était prisonnière dans son château en flammes, il n'interviendrait pas. C'est vous dire. Depuis 48 heures, avant chaque bulletin d'information, voici ce que voient les téléspectateurs britanniques avec ce commentaire. Si pendant la grève, un feu éclate chez vous, suivez ces conseils. D'abord, faites sortir rapidement tout le monde de la maison et avertissez les voisins. Ensuite, si le feu est naissant et si vous pensez pouvoir le contrôler, essayez. Remplissez dès à présent des seaux d'eau. Si vous avez un tuyau d'arrosage, branchez-le tout de suite, ce peut être utile. Enfin, si le feu s'étend, téléphonez au 999. Pendant la durée de la grève, prenez toutes les précautions pour éviter un incendie. Ce bulletin est repris par toutes les radios, figure dans tous les journaux et a été distribué à 250 000 exemplaires dans les rues de Londres. Car depuis ce matin 9 h, les 35 000 pompiers professionnels britanniques ont cessé le travail. En grève, parce qu'on leur a refusé les 30% d'augmentation de salaire qu'ils réclamaient. Ils sont tous devant leur caserne, en civil, main dans les poches, l'air grave et soucieux. Soucieux, car il n'en est pas un qui ne pense en ce moment au drame possible, une école qui brûle ou un immeuble d'habitation. Ils iront les mains nues, disent-ils, comme des citoyens, mais pas avec les camions et les lances. Alors, comment a-t-on pu en arriver là ? Le corps des sapeurs-pompiers britanniques est un des meilleurs du monde, mais il est sous-payé. Depuis 10 ans, il réclame une augmentation et depuis 10 ans, la réponse du gouvernement est d'ouvrir des procès publics pour étudier le bien fondé des revendications. Chacun de ces procès a conclu à la nécessité d'augmenter les sapeurs. Seulement, entre-temps, Callaghan a imposé un plan d'austérité et gelé les salaires.
Cette année encore, le Premier ministre a dit à tous les syndicats 10% d'augmentation, c'est tout. Et pas une grève jusqu'à présent n'a pu le faire fléchir. Ni la conclusion du dernier procès public qui conseillait une augmentation de 30% pour les pompiers. 30% plus une prime de risque, juste de quoi atteindre le salaire moyen d'un ouvrier. Un sapeur confirmé après 4 ans de métier ne gagne pas plus qu'une vendeuse débutante. Père de famille avec 2 enfants, après impôt, il touche moins de 2000 francs par mois. Alors depuis ce matin, chacun vit dans l'appréhension de l'incendie. Et ce n'est pas les 16 000 militaires mobilisés sur tout le territoire et qui n'ont que quelques heures d'entraînement qui ont de quoi rassurer. Leur peu de qualification est évident. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accident notable. Mais que va-t-il se passer cette nuit, par exemple, à Belfast, en Irlande du Nord, où les pompiers aussi font grève et où l'IRA provisoire a déclaré qu'il serait fou de ne pas profiter de la situation et promis de faire brûler la ville. Qui cédera le premier? Pas nous, affirment les pompiers. Pas tant que nous serons payés moins qu'un balayeur. Demain, débat d'urgence aux communes sur le problème. Encore 3 tentatives d'incendie à Paris, stupides, après celle qui visait Bernard Pivot. Des engins incendiaires ont été déposés devant les appartements de Jean Dutour et de 2 confrères de France Inter, José Arthur et Claude Villers. Une autre affaire à éclaircir, l'enlèvement de 2 Algériens par le comité Charles Martel en représailles, disait-il, de la détention des Français détenus par le Front Polisario. Mais la police judiciaire n'a relevé aucune disparition ces jours derniers. Et nous en venons maintenant à ce qui va devenir l'événement du milieu de la semaine, le choc France-Bulgarie de football, retransmis en direct par Antenne 2, mercredi à partir de 20h25 et vu ici par Gus. Le joueur vedette de l'équipe de France, Platini, avait été un petit peu loin hier en disant qu'il fallait que le public indispose les Bulgares en les sifflant pendant 90 minutes. Il a regretté aujourd'hui ses propos en disant qu'il fallait respecter les joueurs bulgares. Ce ne sont pas des chiens, a-t-il dit. Personne n'a le droit de les insulter. Mais revenons à l'enjeu de ce match historique, c'est-à-dire la qualification du 11 tricolore pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ce n'est pas la première fois que les Bulgares se trouvent sur le chemin des Français. Déjà en 62, ils avaient barré la route de la Coupe du Monde du Chili au tricolore. Et pourtant, les Français en maillot sombre l'avaient emporté nettement à Colombe au match aller, 3-0, 3 buts marqués par Wisniewski, Marcel et Kossou. Dans cette équipe jouaient également des garçons comme Fontaine, Duis et Piantoni. Cette nette victoire n'allait pourtant servir à rien. Nos représentants étaient contraints de disputer et perdaient un match d'appui contre les Bulgares, tout cela sur une faute d'arbitrage à Sofia. Regardez, un coup franc à la dernière minute, 3 Bulgares hors jeu, le but pourtant accordé par M. Fenkel, un des maîtres de M. Foot. Le 9 octobre 65, le Parc des Princes était chauffé à blanc et pour cause. L'équipe de France devait absolument battre la Yougoslavie, sa bête noire, pour se qualifier pour la Coupe du Monde en Angleterre. En somme, le même contrat pour l'équipe de France et très certainement la même ambiance que mercredi prochain au Parc des Princes. Souhaitons-lui le même résultat. Encore que la réussite avait fui longtemps cette équipe dirigée par Henri Guérin. Et c'était un Nantais qui fêtait sa première sélection en équipe de France qui allait marquer l'unique but de cette rencontre, le but de la qualification à 13 minutes seulement de la fin du match. Son nom, Philippe Gondet. Des images que les amoureux du football n'auront pas oubliées et qu'au fond d'eux-mêmes ils espèrent revoir mercredi soir. Marius Trésor et les siens auront peut-être droit eux aussi au traditionnel tour d'honneur pour saluer leur succès. Mais s'ils ne réussissent pas, il ne faudra pas tout remettre en question. Le football français est en progrès, c'est certain. Espérons qu'il le prouvera après-demain. Son billet pour l'Argentine et pour son stade de River Plate, où aura lieu le match d'ouverture et la finale, passe par une victoire sur la Bulgarie. Souhaitons que le nom de la France s'ajoute à la liste des 10 pays déjà qualifiés. Ce serait la première fois depuis 1966. Après-demain soir, donc, en direction Antenne 2. Le Bachaga Boualem, reçu ce matin par le chef de l'État, la France, lui a dit Valéry Giscard d'Estaing, ne saurait oublier la dette d'honneur qu'elle a contractée envers les harkis. Le président de la République a promis aux Français musulmans rapatriés leur complète intégration. Nouvelle réunion entre le CNPF et les syndicats à propos de la mensualisation. Le patronat va faire parvenir aux 5 centrales syndicales, dans les 48 heures, des propositions concernant l'extension de cette mensualisation. Le chiffre de l'emploi s'abaisse. Octobre 77 confirme donc un renversement de tendance observé en septembre. Des nuages quand même. Les offres d'emploi se mettent à baisser. Un rappel pour ceux qui prennent l'avion, la grève des pilotes d'Air Inter, dont je vous ai déjà parlé, prend effet ce soir à minuit jusque vendredi soir.
Et puis, embouteillage ce matin sur toutes les autoroutes conduisant à la capitale. L'opération Paris-Pagaille, déclenchée par les moniteurs et propriétaires d'auto-écoles, regroupait près d'1 millier de véhicules, les auto-écoles des 8 départements de la région parisienne. Principale revendication, la revalorisation de leur profession. Un reportage dans notre dernier journal. L'actualité à l'étranger avec toujours l'ombre de Bader qui menace l'Allemagne après les arrestations d'Amsterdam et le suicide d'Ingrid Schubert en prison. Les survivants de la bande ont fait dire à partir de ce soir minuit, nous abattrons un avion de la Lufthansa par camarade assassiné. Deuxième pôle d'intérêt, le Proche-Orient avec le stupéfiant dialogue Sadat-Begin, inimaginable il y a une semaine. Demain, du haut de la tribune de la Knesset, le Premier ministre israélien invitera officiellement le président Sadat à se rendre à Tel Aviv. Depuis presque 30 ans, Égyptiens et Israéliens s'étaient uniquement entretenus au son du canon. 1948, guerre d'indépendance d'Israël. 1956, affaire de Suez. 1967, guerre des 6 jours. 1973, guerre du Kippour. Pour être tout à fait exact, il faut dire qu'entre militaires égyptiens et israéliens se sont déjà retrouvés une première fois face à face, dans le Sinaï, au kilomètre 101, pour mettre un terme au combat de 1973. Je suis prêt à tout pour la paix, même à me rendre à Jérusalem. Quand vous voulez, nous vous attendons. En rompant 30 ans de silence, Sadat et Begin ont étonné le monde. Et même si rien n'est encore fait, ce dialogue amorcé montre que tout apparaît possible lorsque les intéressés décident de se parler directement. Il est peut-être venu le temps où au Proche-Orient, on pourra enfin se parler sans Kissinger interposer. C'est donc officiel maintenant, la Somalie a dénoncé le traité d'amitié et de coopération conclu avec l'URSS il y a 3 ans. Elle a expulsé les experts soviétiques et rompu ses relations diplomatiques avec Cuba. Tout à côté, en Éthiopie, encore une purge sanglante cette fois. C'est le numéro 2 du régime, le lieutenant-colonel Abaté, que vous voyez sur ces images, qui a été exécuté avant-hier à Addis Abeba, vient-on d'apprendre aujourd'hui. La décision a été prise au cours de ce congrès de l'organe provisoire qui gère l'Éthiopie depuis le renversement du Nécus. Et tout cela nous amène, Jean-François Kahn, à reparler de ces pays dont on ne sait rien, ou presque, et pourtant le sang y coule beaucoup. Oui, c'est étrange, voyez-vous, parce qu'il y a des pays qui polarisent la réprobation universelle. S'il se passe quelque chose en Union soviétique, au Chili, en Tchécoslovaquie, bon, tout le monde réagit. Hein. Puis il y a des pays où il peut se passer vraiment les choses les plus incroyables, les plus sanglantes, sans, semble-t-il, personne s'en émeuve. Et en particulier l'Éthiopie. Pour l'Éthiopie, c'est bien simple. Je vais vous donner quelques chiffres simplement. Hein. Depuis 3 ans, d'abord ont été exécutés plus d'une centaine de personnalités de l'ancien régime, ministres, généraux, etc. Bon, c'était des gens de l'ancien régime. Mais du nouveau régime, eh bien, ont déjà été passés par les armes. Un président de la République, un vice-président, 4 ministres au moins, le chef des syndicats, le responsable de l'alphabétisation, le responsable de la loi martiale, le président du comité des affaires étrangères, 7 généraux au moins et des centaines, certains disent même des milliers, d'étudiants. Il n'y a pas qu'Éthiopie, il y a la Chine aussi. Ah oui, alors, il y a d'autres pays comme ça, si vous voulez. Par exemple, un pays comme la Chine qui semble bénéficier d'une espèce d'impunité morale. Et à ce propos, pour la première fois, l'organisation Amnesty International va dans 15 jours sortir dans son rapport un passage assez important sur la Chine. Et ils ont bien voulu nous en donner la primeur. Alors je l'ai lu et nous relevons par exemple, et ça c'est de source à peu près sûre, je crois qu'on peut faire confiance à Amnesty International, qu'au cours de l'année, à Shanghai par exemple en mars, 53 personnes ont été condamnées à mort, dont 26 ont été immédiatement exécutées, dont 2 officiellement pour simple délit d'opinion. À Hangzhou, en février, 40 exécutions, à Hangzhou et à Canton, 40 exécutions, et la plupart étaient des opposants politiques. En mai de cette année, 8 jeunes gens ont été exécutés dans la ville de Shenyang, et l'un d'eux était accusé officiellement d'avoir écrit simplement des poèmes contre-révolutionnaires. Enfin, Amnesty International note qu'il y aurait dans la seule région de Shanghai 24 prisons et camps d'internement, tous pleins. Et encore une fois, eh bien, il semble que ça n'émeuve beaucoup moins que ce qui se passe dans d'autres pays. Il fallait le dire, car effectivement, faute d'image, faute d'information, nous n'en parlons pas assez. Nous continuons maintenant l'enquête que nous avons lancée à propos du 60e anniversaire de la Révolution d'octobre. Nous avons décidé, vous le savez, la radioscopie des grands partis communistes du monde. Après les PC soviétiques, italiens et espagnols, et avant les partis communistes anglais et français pour terminer en fin de semaine, voici donc ce soir le PC portugais. L'un des seuls, si ce n'est le seul de cette série, à demeurer très orthodoxe quant à ses rapports avec Moscou.
Il est même tout à fait contre la théorie de l'eurocommunisme. Les rapports PCPS là-bas n'ont jamais été aussi mauvais. Il faut dire que le Parti socialiste portugais est au pouvoir et que le Parti communiste n'y est pas. Le reportage de Jacques Abouchard et Jacques Douai. Depuis la révolution des œillets, c'est une véritable explosion de fresques murales au Portugal. Les communistes s'y taillent la part du lion, parmi leurs thèmes dominants, la lutte en faveur de la réforme agraire. La réforme touche 1 200 000 hectares, principalement au sud de Lisbonne. Autrefois, vaste propriété privée, souvent en friche, à l'heure actuelle, unité de production collective, en somme des kolkhozes à la portugaise. Le PC y exerce une influence prépondérante et aujourd'hui, il a décrété l'état d'alerte. Ses militants sont mobilisés contre une nouvelle loi qui fait le jeu des anciens possédants au détriment des exploitations collectives. Le gouvernement il se sert des très forts dispositifs de gendarmes contre les travailleurs avec le but de rendre les terrains aux gros propriétaires, ce qui veut dire les rendre à nouveau à l'abandon. Autre terrain d'action du PC, la jeunesse. Voici en réunion la cellule de la faculté des lettres de Coimbra. Son responsable, Jean Gouveia Monteiro, 19 ans, entré au Parti communiste il y a 3 ans. Du temps de Salazar, le père de Jean était recteur de l'université de Coimbra. Jean, comme ses 2 frères qui militent eux aussi au PC, soutient pleinement la ligne d'alliance privilégiée avec l'URSS définie par la direction du PC portugais. Je pense qu'en Union soviétique, il y en a encore des problèmes, beaucoup de problèmes, mais je pense que les principaux problèmes du peuple soviétique ont déjà une bonne réponse, les problèmes de l'alimentation, de tout ça. Non, mais il y a le reste, par exemple, les droits de l'homme. Oui, oui, et pour moi, les droits de l'homme sont principalement ces droits d'avoir une vie calme et sans des préoccupations fondamentales. Les jeunes communistes portugais sont au nombre de 30 000, le quart des effectifs du parti. À leur récent congrès à Lisbonne, en présence d'Alvaro Cunhal, ils ont posé la question clé. Les communistes au pouvoir, est-ce la réalité de demain à Lisbonne? Non, pas pour le moment. Je pense que ça produisait certainement une coupure du pays en deux. Ça c'est véritablement impossible et même le secteur militaire en tant que tel ne l'admettrait jamais. Il y a un courant anticommuniste dans l'armée? Très forte, très forte. Comment juge-t-on ici la fidélité du Parti communiste à l'URSS? On dirait que c'est une chose inévitable parce que le Parti communiste qui était placé dans l'underground à l'intérieur du pays pendant tant d'années. Dans la clandestinité. Dans la clandestinité. Ils ne peuvent pas peut-être survivre sans l'appui, sans des appuis forts de l'extérieur, spécialement de l'Union soviétique. Alors il y a un attachement, une liaison pas organique, mais très fraternelle, très imbranquée, que la droite, avec laquelle la droite joue toujours, mais qui est impossible à casser. Donc nous pensons que l'Union soviétique, c'est d'ailleurs le pays qui a un développement progressiste plus avancé, même en rapport avec les autres pays socialistes, mais on ne doit pas parler de modèle, et encore moins de copie de modèle. Pas de modèle, certes, mais une expérience donnée en exemple. Et les Portugais ont sans doute été les seuls en Occident à célébrer avec éclat le 60e anniversaire de la Révolution d'octobre. Grande exposition culturelle soviétique, quinzaine du film soviétique. Décidément à Lisbonne, on se sentait loin de la fronde eurocommuniste. L'eurocommunisme comme tel, comme eurocommunisme, ça c'est une mode qui va passer. En ce qui concerne l'eurocommunisme... Ça ne fait pas plaisir à Santiago Carrillo et à Berlinguer, ce que vous venez de dire là. Je ne parle pas pour donner du plaisir à mes camarades, bien que je serais très content si ce que je dis leur ferait plaisir. Nous pensons qu'il y a des positions différentes, sans doute qu'il y a même des divergences, parfois il y en a, et graves, des divergences profondes. Des divergences graves? Oui, des divergences graves, de caractère idéologique, parfois il y en a. Mais qui pourrait entraîner une rupture? Rupture. S'ils sont des communistes, il n'y a jamais de rupture. S'ils sont des communistes, ils ont une aspiration commune. Mais entre Chinois et Russes, il y a bien une rupture. Bon, il
Il s'agit de savoir si les Chinois sont toujours communistes. Ça, c'est notre affaire. Finale du Roméo et Juliette de Tchaïkovski, au pupitre Maxime Shostakovich, fils du grand compositeur russe venu spécialement de Moscou. C'était le clou à Lisbonne des fêtes du 60e anniversaire de la Révolution. Avec nous ce soir, Georges Marchais, pour parler non pas du Portugal, mais de politique française. Lors du dernier comité central, jeudi, M. Marchais s'était montré satisfait des nouveaux recrutements dans son parti. Le cap des 610 000 adhérents était déjà dépassé. Et le dernier sondage publié hier par le Journal du Dimanche indique une perte de popularité de 7 points pour le secrétaire général du Parti communiste et un chiffre de 20% en intention de vote pour le PC. Il y a donc là une sorte de sanction contre les chefs de la gauche, puisque François Mitterrand lui-même est égratigné. Alors, M. Marchais, croyez-vous que votre tactique soit bien payante dans l'opinion? Vous savez, moi, ce qui compte, c'est la réalité des faits. Les 610 000 membres du parti, c'est vérifié, c'est comptabilisé. Nous en aurons même, sans doute, 625, 630 à la fin de l'année. Les sondages, je ne dis pas que les sondages n'ont pas valeur scientifique, si, ils ont valeur scientifique, mais ils sont aussi bien souvent manipulés. Par conséquent, moi, l'influence du parti, je la mesurerai au résultat des élections législatives lorsqu'elles auront lieu. Disons en tout cas que celles qui se sont déroulées dans la dernière période, c'est-à-dire en me situant sur plusieurs années, élections législatives, élections municipales, élections cantonales, ben, ils ont montré, ces élections, que le Parti communiste se tenait pas mal. Et j'espère qu'aux prochaines élections, nous progressons encore. Ce qui me semble d'ailleurs une nécessité si les travailleurs veulent que leurs intérêts soient bien défendus. Il y a plusieurs signes qui tentent à prouver, ou à indiquer en tout cas, M. Marchais, qu'en quelque sorte ça renacle dans le parti. Je dis presque contrairement à ce que vous dites. Non, vous vous trompez. J'ai vu ça. Comme par hasard, d'ailleurs, on écrit la même chose partout, on dit la même chose partout. Ça doit être vrai? Non, vous avez assisté, vous avez demandé, les journalistes avaient demandé, pas vous spécialement, les journalistes avaient demandé, ah, ce serait bien si le Parti communiste français ouvrait une session du comité central. Alors nous avons dit d'accord, on a ouvert la session du comité central. Tous les journalistes qui ont voulu sont venus. Et comme par hasard, eh bien, évidemment, les journalistes gardaient leur liberté de critique. Mais comme par hasard, les comptes rendus ont été uniformes et ils ont été surtout critiques. Par exemple, je n'ai lu dans aucun journal ou je n'ai entendu nulle part à la radio, à la télévision qu'on a dit que eh bien, ces gens qui ont parlé au comité central, qui sont des ouvriers, des employés, des paysans, des ingénieurs, des techniciens, des cadres, des savants, ils ont parlé, ils ont donné leur opinion sur la politique du parti. Oui, mais attendez. Non, mais la plupart ils ont donné leur opinion. C'était tellement bien organisé que ça ressemblait à quelque chose de préfabriqué, vous savez. Oui, pourquoi? vous savez, ça, c'est un peu ridicule. Les membres du comité central, les secrétaires fédéraux sont des hommes responsables et ils n'ont pas besoin qu'on leur écrive leurs discours. Ils savent bien les écrire eux-mêmes. Et d'ailleurs, ceux qui étaient présents dans la salle, et s'ils étaient honnêtes, s'ils avaient la liberté de s'exprimer, ces journalistes-là, ils auraient même pu dire que les gens, ils ont parlé directement au micro et sans papier et sans discours préparé. Alors non, écoutez, s'il vous plaît, si vous m'avez fait venir 6 minutes pour me parler des difficultés, combien? 10 minutes. Si vous m'avez fait venir 10 minutes pour me parler de difficultés qui n'existent pas ou de mauvais sondages, j'aurais mieux fait de rester place du colonel Fabien. Mieux vaut que nous parlions de ce qui intéresse les Français, à savoir la politique de ce pouvoir qui est toujours plus mauvaise avec l'inflation et le chômage, ce débat avec M. Barre que je ne peux pas avoir et qui se dérobe, et de la situation dans la gauche. Je crois que c'est de ça que les gens... Tout à fait d'accord. Mais justement, il y a quelque chose qu'il faut peut-être éclairer. Et toujours à partir de ce que vous avez dit au comité central. On a dit que vous aviez expliqué, et des journalistes l'ont entendu, que si vous n'arriviez pas en 78 au pouvoir, ben ma foi, ce serait pour la prochaine fois, en quelque sorte à la Saint-Glinglin. Et la plupart de mes confrères ont interprété ça comme le fait que vous faisiez votre deuil, en quelque sorte, de la victoire de la gauche. Voilà, ça, alors c'est une contre-vérité évidente. J'ai ici, alors je m'en servirai pas, ça ne va pas me servir, vous voyez. Ce sont des textes publiés dans la dernière période que les téléspectateurs peuvent vérifier, où nous n'avons cessé de réaffirmer ce qui est la permanence de la politique du parti.
On a mal nous compris. pouvons gagner en 1978, à condition que la gauche, évidemment, s'unisse sur un bon programme commun de gouvernement bien actualisé. Le Parti communiste français est prêt à le faire. Il a fait des concessions au Parti socialiste dans ce but. S'il n'y a pas actuellement d'accord de la gauche sur un programme commun de gouvernement, la responsabilité en incombe exclusivement au Parti socialiste qui abandonne l'engagement qu'il avait pris avec nous en 1972. Autrement dit, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Autrement dit, parce qu'il est important que les téléspectateurs sachent cela, et si moi je ne le leur dis pas, personne ne leur dira. Les communistes veulent un programme commun de la gauche bien actualisé pour aller aux élections de 78, pour battre la majorité actuelle, pour avoir un gouvernement d'union de la gauche, avec des ministres communistes appliquant le programme commun. Voilà ce que nous voulons. Mais dans le même temps, Jean Marchais, vous dites si c'est pas 78, c'est 183. Est-ce que vous pensez que vos électeurs peuvent attendre 5 ans, 10 ans j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mieux de leur donner tout de suite. Justement, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Vous n'avez pas l'impression de corriger quelque chose qui a fait mauvaise impression? Oh, absolument pas. C'était pendant le repas. Un journaliste pose la question et dit « Mais si vous ne l'emportez pas en 1978, relisez le texte, parce que nous avons le script exact de ce que j'ai dit. J'ai dit, nous ferons tout pour que la gauche gagne en 1978. J'ajoute que nous le faisons d'autant plus, et nous le ferons d'autant plus, que nous savons qu'il y a dans ce pays des millions et des millions d'hommes et de femmes qui connaissent la misère. Il y a 17 millions de pauvres dans ce pays, je l'ai déjà dit. Par conséquent, ces gens-là, ils ne peuvent pas attendre. C'est pourquoi d'ailleurs ils luttent et que nous soutenons leur lutte. Et ils souhaitent le changement pour 1978. Alors, j'ai répondu à ce journaliste. Évidemment, nous faisons tout et nous ferons tout. Mais nous voulons aller au gouvernement pour mettre en œuvre une politique nouvelle. Nous ne voulons pas aller au gouvernement. Laissez-moi parler. Nous ne voulons pas aller au gouvernement pour gérer la crise, pour faire comme M. Callaghan. Vous avez vu tout à l'heure son comportement avec les pompiers britanniques. C'est un Premier ministre socialiste. Nous ne voulons pas aller au gouvernement pour faire ça, nous. Alors, j'ai dit, si, malheureusement, nous ne l'emportions pas en 1978, eh bien, ce serait pour le prochain coup. Voilà, c'est une réponse de bon sens. Vous dites que vous faites Mais nous faisons tout pour 1978. Sauf de nouvelles concessions au Parti socialiste pour renouer avec eux. Dans votre esprit, c'est le Parti socialiste qui a en quelque sorte à faire une initiative. Et Kabash, vous voyez, vous venez bien de dire les choses vous-même, ça veut dire que vous êtes bien informé. Vous dites de nouvelles concessions. Si vous parlez de nouvelles concessions, cela veut donc dire que nous en avons déjà fait, effectivement. Nous avons fait des concessions importantes au Parti socialiste pour essayer d'aboutir à un accord. Or, le Parti socialiste, lui, n'a fait aucune concession. Vous comprenez? Et voilà pourquoi. Et non seulement il ne fait pas de concession, d'ailleurs, mais il revient en arrière, il remet en cause l'accord qu'il avait signé en 1972. C'est la raison pour laquelle, chaque jour, les dirigeants socialistes changent d'argument. Ils ont été à inventer la prétendue répartition des ministres, dont d'ailleurs nous avons fait la démonstration que jamais nous n'avions parlé. Quand on change d'argument chaque jour, c'est-à-dire qu'on triche avec la vérité, et cela veut dire que l'argumentation n'est pas bonne et pas suffisante. Donc les problèmes, ils ne sont sûrement pas dans le Parti communiste. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas des problèmes dans le Parti socialiste et chez les électeurs influencés par le Parti socialiste qui commencent à comprendre qu'effectivement, si les pourparlers ont échoué, si l'actualisation a échoué, la responsabilité en incombe à François Mitterrand. Monsieur Marchais, vous n'avez réussi pour l'instant à ébranler ni l'autorité de François Mitterrand à l'intérieur de son parti, ni l'unité de ce parti. Avouez que le PS résiste bien. Mais moi, je ne veux ni ébranler l'autorité de Mitterrand dans le Parti socialiste. C'est pas bonne affaire. Moi, je suis secrétaire du Parti communiste et lui est secrétaire du Parti socialiste. Mais vous pensez que vous et je ne veux pas non plus. Et je ne veux pas non plus ébranler l'unité du Parti socialiste. Ce que je veux, moi, c'est un bon programme commun de gouvernement qui soit capable de sortir la France de la crise profonde. C'est de ça d'ailleurs dont j'ai parlé dans mon discours de clôture au comité central. Et d'ailleurs les lecteurs de la presse, les auditeurs de radio, les téléspectateurs n'en ont jamais entendu parler de mon discours de clôture au comité central. Et mon discours de clôture, il portait justement, précisément, sur ce qu'il faut faire
pour sortir le pays de la crise, c'est-à-dire pour mettre un terme à l'inflation, pour donner du travail aux chômeurs, pour résoudre tous les problèmes qui se posent à notre pays. C'est cela que nous voulons. Donc, M. Marché, il ne faut pas dire, d'après vous, feu l'union de la gauche, définitivement. Il y a une possibilité de réconciliation, si on vous comprend bien ce soir. Mais comment vous pouvez vous réconcilier alors que vous traitez, par exemple, vos alliés, et même M. Mitterrand, de déloyauté, de mensonges à votre égard, et que sais-je encore? Ben alors voilà. D'abord, est-ce que ce sont des faits? J'ai utilisé une fois le mot, et je le maintiens. Je dis que François Mitterrand n'a pas été loyal lorsqu'il a dit à la convention du Parti socialiste que nous avions revendiqué des postes ministériels. Nous n'en avons pas discuté. Nous avons simplement discuté du rôle qu'il fallait attribuer au ministère de l'économie et des finances et au ministère de l'Intérieur. Mais jamais nous n'avons discuté de la répartition des postes. J'ai donc dit, et je maintiens et je le redis, François Mitterrand n'a pas fait preuve de loyauté, il a été déloyal à l'égard du parti en affirmant une telle chose. Et malgré ça, vous pourriez vous entendre à nouveau? Mais qu'est-ce qui compte, vous savez? Les désaccords entre... Il y a des désaccords entre le Parti communiste et le Parti socialiste, sinon il y aurait un seul parti. Mais les électeurs ne peuvent pas suivre comme ça. Qu'est-ce que veulent les électeurs? Qu'est-ce que veulent les Françaises et les Français? Ils veulent que cela change. Cela fait des années et des années. Nous avons eu plan bar 1, plan bar 2, plan bar bis, plan bar 2, c'est la même, plan bar bis, plan bar terre. Nous allons de promesse en promesse. L'inflation continue et le chômage est là. Et les chiffres qui ont été donnés sont des chiffres préfabriqués par M. Belac. Tous les syndicats, tous les syndicats. De mettre en doute ce qui est fait scientifiquement. Mais tous les syndicats le reconnaissent, c'est pas fait scientifiquement. Les députés communistes ont amené à la tribune de l'Assemblée nationale des exemples concrets qui montrent que le gouvernement s'est lancé dans une entreprise en vue d'essayer de convaincre les Français que le chômage diminuait. Mais la réalité sur le terrain montre qu'au contraire, les usines ferment, que les travailleurs sont licenciés et que le nombre des chômeurs augmente. Par conséquent, ce qu'il faut pour mettre un terme à l'inflation, pour donner l'emploi, pour mettre un terme au chômage, pour sortir le pays de la crise, il faut des réformes démocratiques profondes. C'est pour ça que nous voulons aller au gouvernement et non pour la gérer, la crise. Voilà notre difficulté avec le Parti socialiste. Et le Parti socialiste, lui, remettant en cause le programme commun signé en 1972, cela conduirait, si nous le suivions, à aller faire dans un gouvernement d'union de la gauche ce que M. Callaghan fait au détriment des intérêts des pompiers britanniques. Nous ne voulons pas le faire. Il n'y a pas que le programme commun, il y a l'accord électoral, et ça vous l'avez dit, je crois que vous pouvez le nier, rien ne changera ni en décembre, ni en janvier, ni jusque-là. Alors, vous arriverez donc dans ces conditions désunis en mars. Est-ce qu'il est possible d'imaginer un accord électoral au premier tour, au deuxième tour, et comment faire pour que l'électeur suive? Parce que pour l'instant, vous lui dites haro sur le PS, en quelques jours, il ne peut pas changer complètement de mentalité. Je ne vois pas pourquoi vous utilisez de tels mots. Vous lui dites le PS vire à droite. Vous êtes drôle. Vous êtes drôle, vous les journalistes. Quand François Mitterrand, le lendemain de la signature du programme commun en 1972, va à Vienne dire je vais prendre 3 millions de voix au Parti communiste français, vous dites c'est bien, c'est démocratique. Moi, quand on fait une session du comité central où nous disons il faut plus d'adhérents au parti et un parti plus fort pour mieux défendre les intérêts des travailleurs, je ne dis pas, moi, au détriment du Parti socialiste, si, on dit c'est un comité central qui a constitué un procès du Parti socialiste. Voilà ce qu'on a dit. C'est intéressant de répondre à la question de Poivre d'Arvor, parce que vous qui avez toujours voulu un débat démocratique, ouvert, sur le deuxième tour, qu'est-ce que vous allez faire pour les électeurs? Alors voilà, qu'est-ce qui nous différencie du Parti socialiste? C'est que lui, après avoir rompu l'union de la gauche, c'est-à-dire après avoir rompu, j'utilise pas ce mot encore, parce que je veux encore penser que le mouvement des masses, l'intervention des masses sera suffisamment forte pour parvenir à un accord. Sinon, qu'est-ce que nous disons, nous? Nous disons le problème du jour, le problème d'actualité, c'est de se mettre d'accord sur un bon programme de gouvernement. Voilà ce qu'il faut faire, c'est la question capitale. Ça, c'est la note. Tandis que pour François Mitterrand, lui, après avoir fait échouer la négociation pour actualiser le programme commun, il n'a plus qu'un seul souci, une seule préoccupation, lui et Robert Fabre, c'est est-ce qu'on va nous donner les voix des communistes pour nous faire élire au deuxième tour? Oui ou non? Mais ce qui intéresse les Françaises et les Français, c'est pas seulement de changer d'équipe, c'est pas seulement de changer d'homme,
Ce qu'ils veulent, c'est changer de politique. Alors nous, notre raisonnement, il est le suivant. Mettons-nous d'abord d'accord sur un programme, un bon programme, répondant aux intérêts des travailleurs, du peuple, la démocratie, mettons-nous de l'indépendance de la France. Mettons-nous d'accord pour avancer dans la voie de la démocratie sociale, de la démocratie économique, de la démocratie politique. Mettons-nous d'abord d'accord sur ce programme-là, et lorsque nous serons d'accord sur ce programme-là, alors nous réglerons le problème des élections. Le problème prioritaire aujourd'hui, c'est quelle politique demain pour la France. Et c'est pour cela que se bat et se battra notre parti. Parce que nous ne voulons pas croire que l'espérance dont était porteuse le programme commun signé en 1972, que cette espérance sera annihilée par l'attitude des dirigeants socialistes. Je dis qu'il est encore possible d'aboutir à un accord. Les communistes sont prêts à engager la négociation, mais il appartient au Parti socialiste de faire les concessions que nous avons faites, c'est-à-dire de faire le pas en avant que nous avons fait. Voilà comment je vois la question. Vous n'avez pas peur que pour le téléspectateur, la conclusion, ce soit « ça n'avance pas ». Non, 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 le téléspectateur, il va tirer la conclusion. Les communistes se battent et se battent bien. Malheureusement, ils sont seuls à le faire aujourd'hui. Ils se battent et ils se battent bien, les communistes, pour que l'Union soit non seulement maintenue, mais qu'elle soit consolidée, et qu'elle soit consolidée sur un programme. Parce que je répète que l'Union, en soi, ça ne veut rien dire si ça ne se traduit pas, lorsque nous serons au gouvernement, dans l'hypothèse où nous l'emportons, par de meilleurs salaires, le plein emploi et la solution de tous les problèmes. On avait dit 10 minutes, regardez la pendule, ça fait 16. Voilà, c'était l'actualité du 14 novembre. Votre prochain rendez-vous est à 23h25 avec Patrick Lecoq. Je vous souhaite de rester sur Antenne 2 avec d'abord Philippe Gildas et Thierry Roland. Bonne soirée à tous, à demain.